Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici le sommaire. La primaire de la gauche et à l'issue de ce premier tour, c'est le député yvelinois Benoît Hamon qui sort en tête avec 36%, suivi par Manuel Valls. Analyse et réaction dans ce journal. Ce week-end a eu lieu à Guyancourt un premier festival dédié à la météo, une journée rythmée par des ateliers, des rencontres avec des spécialistes. Et puis premier volet de notre dossier consacré cette semaine aux professions méconnues, découverte ce soir du métier de ferronnier avec l'entreprise Dunomalier à Montigny-le-Bretonneux. Nous débutons donc ce journal avec la primaire de la gauche, la primaire de la Belle Alliance. Les urnes ont livré le verdict du premier tour. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Haussmann. Effectivement, après cette campagne express qui a été organisée, les électeurs ont tranché pour le second tour. L'ancien ministre de l'économie sociale et solidaire affronte l'ancien Premier ministre. Et deux chiffres à vous montrer pour débuter. Ils concernent la participation. Sur le plan national, tout d'abord, un peu plus d'1,6 million électeurs se sont déplacés. C'est beaucoup moins que les 2,7 millions de la primaire et encore moins que les 4 300 000 du premier tour de la primaire de la droite. Dans le département, la participation ne parvient pas à dépasser les 40 000 votants, soit seulement 4% du corps électoral yvelinois. La droite avait de son côté atteint les 160 000 votants. Au-delà de la participation, quels sont les enseignements de ce premier tour dans les Yvelines ? Eh bien, le premier enseignement, c'est que Benoît Hamon réalise un score encore meilleur que celui qu'il réalise au niveau national. L'ancien conseiller municipal de Trappes, l'ancien élu à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, actuel député de la 11e circonscription, arrive en tête avec un peu plus de 38%, loin devant Manuel Valls, à peine au-dessus des 30%. On va voir en comparaison les résultats au niveau national. À noter que ces résultats ne sont encore que partiels. La haute autorité n'a pas terminé de valider l'ensemble des bulletins, mais cela n'aura que très peu d'incidence sur les chiffres au final. On revoit ces résultats. Avant de détailler un peu plus les chiffres dans les Yvelines et de s'arrêter justement sur cette 11e circonscription que détient actuellement Benoît Hamon, quelles sont les réactions ce matin ? Eh bien, on va écouter tout d'abord la réaction de Sandrine Gangambe. C'est la responsable départementale du Parti socialiste et c'est aussi un soutien de Benoît Hamon. 40 000 personnes qui se déplacent un dimanche pour voter pour la gauche dans les Yvelines, c'est pas rien. Et puis, donc aucun problème en termes d'organisation. Et évidemment, une autre satisfaction qui est que Benoît Hamon est largement en tête. C'est quelqu'un qui, humainement, fait de la politique différemment. Donc, quand il n'est pas content, il le dit, mais il n'est pas dans des attaques personnelles ou des préjugés. Et donc, j'espère que là, du côté de l'équipe de Manuel Valls, on sera plus sur le fond, parce qu'autrement, ça risque pas être très intéressant, quoi. Il n'y a jamais eu une seule gauche majoritaire toute seule dans le pays. Donc, et c'est vrai pour la droite aussi. Il faut faire des pas en avant pour construire en commun. Donc, là, on demande de choisir effectivement entre deux projets. Et après, la gauche pourra se positionner. On va écouter d'autres réactions. À présent, les réactions des soutiens aux autres candidats dans le département, de la sénatrice Catherine Tasca au conseiller régional Eddy Haït. On ne peut pas se contenter de ça, surtout on ne peut pas vraiment se contenter de la participation. Donc je pense que la bataille à mener pendant cette semaine pour convaincre d'appuyer Manuel Valls plutôt que Benoît Hamon, c'est d'amener beaucoup plus de gens à voter. Je pense que le score d'hier soir est quand même limite, même si ça s'explique par plein de circonstances. En fait, l'enjeu dans cette deuxième semaine, c'est d'offrir un choix qui soit un choix clair pour l'avenir et pour l'ensemble des électeurs de gauche. Un choix entre une gauche qui est imaginative, il faut bien le reconnaître, mais fort peu réaliste et qui donne peu de chance à son projet de voir vraiment le jour, et une gauche plus pragmatique, de mon point de vue, beaucoup plus sérieuse et qui donne des chances réelles à la gauche de figurer en bonne place dans la compétition future, qui sera le moment de vérité. Franchement, oui, c'est une déception. Parce que quand on soutient un candidat, et personnellement, moi je le soutiens depuis pas mal d'années, depuis 2002, lorsqu'il a commencé à créer le NPS, à réfléchir sur la 6ème République, donc ça fait quand même un certain bon bout de temps. Arnaud Montebourg a eu cette spontanéité d'appeler à voter pour Hamon tout de suite, et ce qui est logique, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Et je pense que 99,9% des soutiens d'Arnaud Montebourg
iront soutenir Benoît Hamon sans vraiment se forcer parce que ce ne sera pas difficile et en espérant la victoire au bout. Je note qu'au niveau national, avec une participation en baisse de 1 million par rapport à 2011, Sylvia Pinel double le score de 2011. Donc c'est une vraie progression pour cette candidate. Je rappelle que c'était la seule femme de la primaire, elle a moins de 40 ans. Moi, j'étais assez fier que le PRG présente sa candidature. Elle a souhaité axer sa campagne sur l'expression d'un programme de centre-gauche. Elle a apporté un certain nombre de valeurs sur les questions sociétales, un programme ambitieux pour le soutien à l'artisanat, au commerce, au TPE, au PME. Donc maintenant, nous allons continuer ce travail. Le deuxième tour, ce sera dès ce dimanche et il y aura donc deux gauches en compétition, deux gauches a priori irréconciliables. La suite de la campagne qui s'annonce donc beaucoup plus virulente et on le verra si ça se confirme ou non lors du dernier débat, le débat de l'entre-deux tours, ce sera mercredi. Voilà pour l'instant ce qu'en pense Benoît Hamon justement. Ce clivage, c'est le clivage qu'on a retrouvé pendant 5 ans, pendant le quinquennat de François Hollande, non ? Je le trouve différent parce que la réalité du clivage, pendant les 5 dernières années, portait plus sur un désaccord que nous pouvions avoir sur les orientations de politique économique. Le fait que mes propositions soient délibérément tournées vers le futur, qui aujourd'hui crée de l'adhésion vis-à-vis de mon projet, mais aussi crée de la surprise, un peu des reproches aussi de la part de mes rivaux qui ne comprennent pas forcément le sens des propositions que je formule, ou en tout cas on ne partage pas l'orientation. Voilà, plutôt. Pour terminer, Wilfried, puisque vous parlez de Benoît Hamon, quel est le bilan de sa campagne dans les Yvelines ? Alors qu'il remporte ou non cette primaire et quel que soit le verdict de la présidentielle en mai, Benoît Hamon a en tout cas eu le soutien des militants du PS, en tout cas de ceux qui se sont déplacés aux urnes. Voici tout d'abord le résultat dans sa circonscription, la 11e circonscription, plus de 55% des suffrages exprimés. Manuel Valls n'est qu'à 22%. Et puis, si l'on regarde plus en détail les résultats encore sur cette 11e circonscription, sur la commune de Trappes où Benoît Hamon a siégé, la ville où il était élu conseiller municipal, il atteint les 73%. Attention néanmoins, le nombre des électeurs, ce n'est pas énorme, on parle d'environ 765 personnes. D'accord, ok. Et on écoute Thomas Urdi qui est responsable du bureau de vote. On peut parler d'un effet Benoît Hamon. On a une centaine de bulletins en plus et on verra bien, mais voilà, au niveau national, mais en tout cas au niveau local, on sent bien qu'il y a une impulsion, une dynamique Benoît Hamon et c'est ce qui a fait certainement aussi la différence avec 2011, avec le taux de participation. Voilà pour les militants du PS. Qu'en pense la population? Micro-trottoir à présent réalisé dans les rues de Trappes ce matin. Il a l'avantage d'avoir quelques idées nouvelles par rapport à certains, voilà. Je ne sais pas, parce qu'il a déjà été ministre dans le gouvernement Hollande. Alors je ne sais pas ce qu'il peut apporter. Je n'ai pas d'opinion là-dessus, c'est pas concerné par les socialistes. Et ce qu'ils nous ont fait pour la loi travail, c'est mort. Moi j'ai voté pour lui, donc il n'y a pas de souci, même si je ne suis pas au Parti Socialiste. J'en avais marre de M. Valls, voilà. Ouais, je suis fatigué de la politique, parce qu'il raconte que des... Voilà. Je ne suis pas contre M. Hamon. En tant qu'ouvrier, éducation ouvrière, je ne pourrais pas voter ailleurs. Comme le nombre de votants, à mon avis, est quand même pas très significatif, pour ça que ça ne m'inspire pas plus que ça, quoi. On sent qu'il y aura du changement. Et on ne sait pas, on verra. Okay, on espère. Une dernière réaction pour conclure, c'est celle du maire d'Elancourt-le-Maire, Les Républicains. Il est candidat d'ores et déjà dans cette 11e circonscription, celle de Benoît Hamon. Et d'ailleurs, Jean-Michel Forgousse était député de cette 11e circonscription jusqu'en 2012. Voilà ce qu'il pense du candidat Benoît Hamon et de ce résultat. Monsieur Hamon, qu'est-ce qu'il a vendu? Il n'a pas vendu de la solidarité, il n'a pas vendu de la répartition, il n'a pas vendu de l'ingénierie, il a vendu une image. Donc de faire croire aux gens que ça va être possible avec Monsieur Hamon. Ça, ce genre de technique, je le condamne le plus fermement. Que ce soit Monsieur Hamon ou un autre. Sans Monsieur Hamon, a priori, vous savez, il a de fortes chances de devenir, de gagner certainement au second tour. Je suis triste de voir qu'il y a encore 15% des Français qui croient qu'un pays qui a 80 milliards de déficit, 2200 milliards de dettes, il peut se permettre d'élire un gars qui dit « vous inquiétez pas, je vais vous ouvrir 300 milliards ». Ça c'est grave. C'est ça le problème qui est grave. Wilfried, et on revoit le résultat de cette primaire dans les Yvelines. Benoît Hamon en tête avec 38% des suffrages. Manuel Valls dépasse tout juste les 30%.
La ministre Laurence Rossignol était vendredi dernier à la cave des Yvelines à Guyancourt. Un déplacement pour lancer l'ARIPA, l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Les détails du dispositif avec Michael Midoro et Nicolas Dandry. Une structure pour accompagner les familles lors d'une séparation. C'est le principe directif de l'agence de recouvrement des impayés des pensions alimentaires, appelée aussi ARIPA. Un dispositif instauré par la loi de finances de la sécurité sociale de 2017 depuis le 1er janvier. On considère que 30 à 40% des pensions alimentaires ne sont pas versées aux parents qui devraient la toucher. Et bien entendu, 85% des familles monoparentales étant des femmes, je considère que le non-paiement des pensions alimentaires est une violence économique faite aux femmes. En France, une famille sur 5 serait monoparentale. Avec ce dispositif, les impayés seront couverts par la CAF jusqu'à 24 mois de pension alimentaire au lieu de 6, grâce notamment à une allocation de soutien familial. L'ARIPA regroupe une soixantaine d'employés, 45 d'entre eux sont des travailleurs sociaux. Ils accompagneront les familles dans leurs différentes démarches. Nous mettons en œuvre une allocation qui permet en fait pendant un certain temps, jusqu'à ce que la pension alimentaire soit fixée par le juge, d'apporter un soutien financier à ces familles et de les aider après dans les démarches de fixation des pensions alimentaires. Ça fait plus d'1 an que la branche famille travaille sur la mise en place de cette agence dans les délais et en particulier avec ce site qui a été lancé ce matin. À partir du 1er avril 2018, l'ARIPA aura une nouvelle prérogative, rendre obligatoire l'application de l'accord à l'amiable lors de séparation de couples pacsés ou en concubinage. Cette semaine, nous revenons sur les métiers rares dans notre 7-8 dossier, une série de reportages consacrés à des activités artisanales qui se font rares. Aujourd'hui, nous partons à la ferronnerie d'art d'Uno-Mallier qui se trouve à Montigny-le-Bretonneux. Un reportage de Nicolas Dandry. 650 heures de travail artisanal pour ce meuble destiné à un client américain, une pièce en métal pesant près d'1 tonne. On a une structure mère qui est en tube et après c'est des habillages avec beaucoup de fer plat, beaucoup de tôles découpées laser qui sont vissées avec des vis bombées et tout ça. L'entreprise d'Uno-Mallier participe à la sauvegarde de cette activité artisanale, la ferronnerie d'art. Un savoir-faire basé sur la maîtrise du fer et de la métallerie fine. Créée en 1995, cette société comptabilise 15 salariés dont 2 dessinateurs, un chef d'atelier et des ouvriers de production. On fabrique des pièces uniques, on fabrique des rampes d'escalier un petit peu atypiques, avec, parce que ça c'est le cœur du métier quand même, ce qu'on appelle le débillardage, quelque chose d'assez qui est en voie de disparition pour le coup. Tous les métaux sont mis à contribution, pour des rampes d'escalier classiques jusqu'à des projets exceptionnels. C'est le cas pour un client russe. Au total, il a fallu 10 000 heures de travail. Cette rampe-là qu'on a fait à Moscou, j'en parle tout le temps parce que c'est une pièce exceptionnelle de ferronnerie. Après, des projets fous, là on fait des portes en cuivre qui vont partir en Australie. Ça reste très artisanal. Il y a pas, en fait, nous on n'a pas de plus-value sur l'achat matière, c'est pas là où la rentabilité de l'entreprise se fait, c'est vraiment sur le taux horaire et la revente d'un savoir-faire. Donc du coup, on passe énormément de temps sur les pièces en centaines d'heures. Chaque pièce, c'est des centaines d'heures. D'Uno-Mallier mise sur la ferronnerie du luxe. Son chiffre d'affaires, près d'1 500 000 €, avec une progression de 10% par an sur ces 5 dernières années. 70% de l'activité se fait à l'export. Pour trouver de la main-d'œuvre, la société pioche dans les réseaux des compagnons du Tour de France. Beaucoup de jeunes qu'on forme en interne. Après, bien sûr, le réseau des compagnons, parce que c'est quand même une école, entre guillemets, une école d'excellence. Alors après, l'évolution du métier, je la connais pas trop, quoi. C'est des choses, des sujets auxquels je pense de temps en temps. Se dire, est-ce que dans 20 ans, on aura encore besoin d'un ferronnier? Donc ça, je sais pas encore. Métier rare, la ferronnerie d'art aurait de l'avenir malgré la mutation industrielle. Dans les Yvelines, d'après Mehdi Mallier, ils sont moins de 5 ateliers spécialisés dans cette activité. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Bonne soirée à tous.